Donc Lionel Enbert, qui est moniteur fédéral deuxième degré d'apnée, et donc qui est le concepteur de la fosse Abyssea, et je pense dans tout son processus de conception de cette gueuse, qui est d'ailleurs il est le seul fabricant français, il a forcément étudié dans ce processus tous les aspects sécuritaires qui allaient sur la pratique particulière de l'utilisation des gueuses guidées et freinées. C'est bon. Bonjour à tous. Donc, je voulais d'abord remercier Pierre et puis Frédéric pour cette organisation de cette première journée. On va essayer effectivement tous, autant que nous sommes en tant qu'intervenants, de respecter le temps qui nous est imparti, parce qu'on a des sujets quand même qui sont assez larges et il y a quand même pas mal de choses à dire. Et en tout cas, ça va au moins avoir l'avantage et l'intérêt pour tous, peut-être d'aborder certaines notions et de voir des points un petit peu spécifiques, en tout cas pour compléter ce que vous savez peut-être déjà dans notre pratique et notre sport. L'idée étant avant tout effectivement de faire de la prévention et d'assurer la sécurité pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles pour vous, pour vos encadrants et surtout pour vos élèves quand vous emmenez du monde avec vous. Donc pour ma partie, la partie qui me concerne en tout cas, on va voir tout ce qui est aspect de sécurité pour la pratique de la gueuse guidée. La gueuse freinée, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle en général dans notre jargon fédéral. Et donc, quels sont pour nous les principaux facteurs de risque dans cette pratique et dans la pratique de l'apnée en général? Donc elles vont être de l'ordre de 3 facteurs principaux. Donc ces facteurs principaux vont être d'abord liés au matériel que vous utilisez ou que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir pratiquer. Ensuite, on va voir les conditions de pratique et le milieu, évidemment, dans lequel on va aller s'immerger. Et enfin, les petits bugs d'affichage, on va aller voir surtout ce point très important pour moi au niveau de la pratique de la gueuse, que sont les pratiquants. Parce que bon nombre d'accidents, hormis le matériel et le milieu, sont liés à la manière dont on va l'utiliser, à la manière dont on va faire nos séances ou en tout cas progresser en profondeur. Et donc là, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Donc je vais essayer de faire un tour assez large de tous ces points-là. Et donc tous ces facteurs ont un noyau commun, effectivement, la sécurité. Et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent à chaque fois sur tous les points que je vais pouvoir aborder. Donc pour pouvoir faire de la prévention en tout cas et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque derrière pour la pratique, il va falloir anticiper. Donc toute sortie, vous le savez déjà et vous le faites déjà tous respectivement, je pense, que ce soit à titre personnel dans vos clubs ou vos structures, vous allez préparer votre sortie, préparer votre séance et tout ça va rentrer dans le cadre effectivement des points que l'on va voir là. Et il va falloir se poser quelques questions simples, mais qui vont être importantes. C'est quel matériel effectivement je vais utiliser pour pouvoir organiser ma séance ou ma sortie. Comment les installer et les mettre en place une fois que je suis arrivé sur site et pour pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, qui participe? Quels sont les élèves, les gens qui participent ce jour-là à la sortie ou à la séance? Donc on va commencer par la partie matérielle. On va faire un petit parallèle rapide, pas simplement sur la pratique de la gueuse, mais sur tous les ateliers de pratique d'apnée en profondeur. Pourquoi? Parce que au niveau de l'apnée de notre pratique, autant si on fait du statique ou du dynamique, si on a envie de remonter à la surface, si on a une fin d'apnée un peu difficile, c'est assez simple de remonter à la surface. La ventilation, la reprise ventilatoire va se faire rapidement. À l'inverse, dès lors que l'on va faire un atelier pratique en profondeur, il va y avoir un certain engagement physique, psychologique, et forcément, quelle que soit la profondeur à laquelle on va aller, il y a le retour qui est à faire. Et lui, par contre, on ne peut pas faire autrement que effectivement de revenir et de remonter à la surface. Donc, il y a quand même pas mal de choses à voir et à prendre en compte. Pour tout ce qui est atelier d'apnée, donc ça, comme je disais, ces premiers points-là, vous les connaissez tous. Effectivement, ça va passer par le choix du matériel avec le choix du boot, la mise en place d'un arrêtoir au niveau de la profondeur d'évolution pour pouvoir stopper vos pratiquants à la profondeur indiquée ou souhaitée. Le lestage du fond, qui lui, dans la règle habituelle, doit être plus ou moins, en tout cas, à 1 mètre sous l'arrêtoir, de telle sorte qu'à la fin de l'apnée, au moment du virage ou à la fin de sa descente, on n'aille pas heurter les plombs de lest du fond qui peuvent être quand même assez lourds, surtout en mer. On verra après. Et le point de fixation de tout atelier en surface, évidemment, chose importante également. J'aborderai pas la partie contrepoids puisqu'on le verra cet après-midi avec Fred et il y a quand même des choses aussi des particularités en tout cas qui sont assez spécifiques, donc tout ça je l'aborderai pas là de manière théorique mais on le verra cet après-midi dans la pratique pour ceux que ça intéresse.
C'est un point qui peut être important aussi pour la mise en place de la gueuse, dès lors qu'on va vouloir faire une pratique en tout cas profonde ou très profonde, mais ça je l'aborderai tout à l'heure. Et enfin la signalisation de vos ateliers, donc avec la zone de pratique et votre pavillon alpha qui est notre moyen de signalisation standard. Je dis pavillon alpha parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pratiquants aussi, comme on le verra peut-être dans la chasse sous-marine, où les gens partent avec des bouées de surface. Alors ça peut être une bouée sous une forme quelconque, mais par contre elles n'ont pas toujours un pavillon alpha qui flotte en drapeau au-dessus. Donc ça peut être important aussi d'y penser. Au niveau de ce matériel, et donc là si on va voir si on entre dans la spécificité, quid de la gueuse. Alors pour ça, je vais vous proposer un petit retour en arrière. On va faire un saut dans le temps pour aller dans les années 80. Et là, vous allez pouvoir découvrir quelques images que j'ai pu récupérer grâce à Claude Chapuis. Les premières gueuses qui avaient été conçues et fabriquées à l'époque par l'équipe niçoise en tout cas, et qui a permis dans ces années-là en fait d'entrer dans la course folle des records en profondeur en eau limite, dans la pratique de la gueuse freinée. Là, je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai pu glaner sur Internet qui montrent différents modèles de gueuses qui ont été conçus à travers le monde, jusqu'à, en 2014, la gueuse qui est assez high-tech, qui avait été développée pour Herbert Nietzsche pour sa tentative de record. Donc toutes ces gueuses, en tout cas, ont un point commun, c'est qu'elles sont fabriquées avec des matériaux qui sont assez lourds, elles sont freinées, elles ont des systèmes de parachute et de gonflage qui sont en partie supérieurs, mais la bouteille, à certains moments, est placée de manière différente. Et toutes ces contraintes-là font que moi, en tout cas dans mon parcours, tous les clubs que j'ai pu rencontrer qui étaient équipés de gueuses et qui avaient fabriqué leurs gueuses, puisqu'on n'a pas de fabricant de gueuses sur le marché qui nous propose justement un matériel standard, entre guillemets. Donc toutes ces solutions-là font que les gueuses étaient souvent fabriquées avec des matériaux, alors plutôt de l'inox en général, et on se retrouve avec des matériaux qui sont lourdes, difficiles enfin en tout cas qui demandent une logistique pour pouvoir les transporter, les mettre en œuvre. Et malheureusement, donc bien souvent, les clubs ou les structures délaissent cet atelier pour ces raisons-là. Alors qu'il y a quand même pas mal de choses à faire au travers de l'utilisation et la pratique de la gueuse. Donc moi, de mon côté, effectivement, je suis arrivé à une question, c'était de me dire quelle pourrait être pour moi, si je fabrique ma gueuse, la manière de réduire à son strict minimum cet engin, puisque ça va être un engin mécanisé, donc avec certains risques évidemment, mais en tout cas j'ai fait le tour de tout ce qui pouvait être facteur à risque, et en tout cas en termes de mécanique sur la gueuse, et j'ai développé une gueuse qui pouvait être réduite à son strict minimum en termes de poids, de taille, de dimension, pour pouvoir voyager avec, partir en avion avec, de telle sorte qu'aujourd'hui quand je pars avec un atelier d'apnée, j'emmène mon sac, j'ai tout mon atelier avec en général 50 mètres de bout à l'intérieur. Le lest, je me charge de le trouver sur place, là où je vais. Mais en tout cas, je voyage avec un sac complet, l'atelier complet, qui fait 9 kg. La gueuse en elle-même, je vais poser juste le micro 2 minutes pour la sortir. Merci, Pierre. Donc voilà la gueuse. Donc là, elle est présentée, effectivement. Je vais juste... Donc voilà, vous avez une gueuse légère, Abyssea, qui fait 3 kg à vide. Avec le système de gonflage, vous rajoutez 1 kg de plus. Mais voilà, vous pouvez effectivement voyager sans problème. Et en tant que club et structure, ça m'a permis, moi en tout cas, parce que je suis originaire de la région parisienne, de pouvoir sortir sur toutes nos sorties avec notre gueuse club. Et à partir de là, en fait, en 2015, j'ai eu la chance d'être invité sur le salon de la plongée. J'ai présenté ma gueuse à Claude Chapuis, qui suivait un petit peu mon travail à l'époque, et qui a trouvé formidable que quelqu'un se soit penché sur l'intérêt de fabriquer une gueuse qui puisse servir au plus grand nombre. Alors, je n'avais pas imaginé la commercialiser, mais en tout cas, j'en ai eu beaucoup de demandes. Donc, j'ai finalement fini par développer un produit qui soit complètement sécurisé, avec des partenaires avec lesquels on a travaillé, en tout cas, sur les matériaux, sur les conceptions de chaque pièce. Et voilà, on a aujourd'hui un produit qu'on peut trouver sur Internet, sur le site Abyssea. Donc, les spécificités, c'est justement la fabrication de la gueuse. Pour les clubs qui ont fabriqué leur gueuse, vous allez avoir de toute façon une obligation de moyens, et c'est très important parce que vous engagez votre responsabilité. Et donc, la gueuse, quelle que soit la manière dont vous l'avez conçue, fabriquée, il faut que chaque
pointe de détail ait été pensé pour qu'il n'y ait pas de risque mécanique ou de risque d'accident avec. Il va falloir évidemment que les matériaux soient bien choisis, qu'ils soient solides. Choisir un boot, c'est aussi très important. On a un élément principal qui est le frein. On a un système de coulisses puisque la gueuse est guidée sur un boot. On le verra tout à l'heure sur une petite vidéo. Vous verrez différentes descentes à la gueuse pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, on a besoin de choisir un boot qui soit un boot marin, soit un boot de spéléologie statique. Dans les cordes, il y a de la corde dynamique, effectivement, pour tout ce qui est escalade. Nous, dans notre pratique, on veut de la corde statique avec une très faible élasticité. Vous comprendrez bien pourquoi, parce que si je fais un marquage pour décider de mettre un arrêtoir à 20 mètres, mais que j'ai un boot dynamique, ou en tout cas avec une certaine élasticité, votre marquage n'aura pas de raison d'être, parce que finalement, votre arrêtoir sera peut-être à 21, 22 ou 23 mètres. Pour le passage du boot, une chose aussi importante, c'est que la plupart du temps, et en tout cas sur pas mal de gueuses, le boot passe à l'intérieur du mât principal de la gueuse. Chose que moi j'ai évité. Pourquoi? Parce que sur toutes les rencontres que j'ai pu faire pour développer le produit, il est déjà arrivé, et on est en tout cas ici sur la Méditerranée, sujet un petit peu malheureusement à ça, beaucoup d'objets flottants, et un simple sac plastique qui viendrait pendant une descente de gueuse se coincer sur le boot, va venir rentrer à l'intérieur du mât, peut coincer la gueuse, voire la stopper, et vous, mécaniquement, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Donc moi, j'ai privilégié un boot qui passe à l'extérieur pour pouvoir visualiser tout le temps le boot. Comme ça, quoi qu'il arrive, si jamais ça coince, je visualise rapidement. Si jamais je ne comprends pas, je quitte la gueuse. Mais en tout cas, je limite déjà ce risque-là. Au niveau du frein, on a aussi peu de moyens. En tout cas, on n'a malheureusement pas de solution miracle. On est obligé de faire avec, si possible, du matériel qui soit normalisé, homologué. Donc un simple bloqueur d'écoute de voile, qui a pour la particularité de pouvoir retenir un bout dans un sens et pas dans l'autre, convient tout faitement à notre pratique. C'est immergeable, c'est éprouvé, c'est fait pour être utilisé en milieu marin. Il suffit simplement de vérifier son entretien. Mais à partir de là, effectivement, on a un frein qui fonctionne. À la descente, je libère le frein, la gueuse part. Si j'ai besoin d'arrêter, je touche simplement la poignée. Il y a un système de mécanique avec ressort à l'intérieur qui vient bloquer la gueuse et elle se stoppe instantanément. D'accord ? Donc ça, c'est un des premiers points sur lequel je mettrai l'accent, effectivement, qui est important pour la gueuse, et c'est le premier point pour moi de sécurité pour la descente. Est-ce que votre frein fonctionne? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que je ne l'ai pas bricolé? Ça, chose à éviter, évidemment, je ne vous conseille pas. Mais en tout cas, assurez-vous à chaque fois qu'il soit bien entretenu et qu'il fonctionne parfaitement. Autre point ensuite, la position. La gueuse que vous allez concevoir ou fabriquer va de toute façon vous permettre de faire des descentes tête basse, comme on le fait dans la pratique sur du poids constant par exemple. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir pratiquer tête haute. Dans les photos que vous avez vues tout à l'heure, tous les champions qu'on a pu voir sur des tentatives de record sont tête haute. Pourquoi? Parce que la première cause de risque pour nous, ça va être, avec la vitesse de la descente, les barotraumatismes, la compensation. Pour pouvoir faciliter la compensation, c'est d'abord la tête haute. Donc si on peut sur une gueuse être tête haute au départ, c'est beaucoup mieux. Après, effectivement, quand on est aguerri, qu'on a un peu d'expérience, on peut passer tête basse sans aucun problème. Si on n'a pas de soucis ce jour-là, la compensation passera sans trop de problème. Au niveau de la bouteille, là, elle vient se positionner sur la platine ici. On a deux sangles pour venir la maintenir en place. Deux sangles pour s'assurer qu'elle soit bien attachée, solidement attachée sur le mât de la gueuse, qu'elle ne vienne pas bouger, etc. Et la première règle, c'est d'avoir une bouteille de plongée qui soit éprouvée et qui fonctionne parfaitement. Que la robinetterie ne soit pas grippée, important, et que vous puissiez vérifier effectivement que tout ça fonctionne. Comment on vérifiera? Ça va de soi, mais c'est un peu de bon sens, mais que la bouteille soit pleine avant de partir, mais qu'elle soit pleine aussi au moment où l'atelier est mis en place. Ça, c'est très important. Vous pouvez, pendant le transport, avoir quelqu'un qui a malheureusement ouvert la bouteille ou qui a joué avec, etc. Vous arrivez sur site, vous mettez en place votre gueuse, vous tentez de faire une première descente et vous apercevez qu'au mano, il vous manque 50, 60, voire 100 bars. Enfin, ça m'est déjà arrivé, donc j'en parle en connaissance de cause. Cette bouteille devrait être équipée évidemment d'un manomètre qui vous permettra effectivement de vérifier à tout instant que votre bouteille soit pleine, ou en tout cas qu'il vous reste suffisamment d'air pour faire ce que vous souhaitez y faire. Et ce manomètre doit être un manomètre immergeable, donc de préférence un manomètre type plongée, pas les petits manomètres qu'on trouve qui sont des manomètres de surface pour vérifier une pression de bouteille, mais qui ne sont pas prévus pour descendre en profondeur. Le système de gonflage, encore une fois, deuxième point important,
Vous êtes descendu, le frein a bien fonctionné, la gueuse était guidée parfaitement. Il va falloir déclencher le gonflage avec un parachute qui va se trouver au-dessus de vous et qui va vous permettre de faire le retour avec la gueuse. Ce système de gonflage, il est important. Pourquoi? Parce qu'on a deux solutions. Soit on a un flexible qui est branché directement sur sa bouteille en haute pression. Donc là, au niveau de la pression pour gonfler le ballon, ça va se passer sans aucun problème. Le seul point à risque, encore une fois, c'est la robinetterie. J'ai déjà vu des robinetteries un peu défaillantes. Vous arrivez au fond, c'est grippé, vous n'arrivez pas à ouvrir la bouteille. Ou à l'inverse, vous avez deux pratiquants qui passent l'un derrière l'autre. Un gaillard qui a une bonne poigne, qui arrive au fond, qui ferme le bloc. L'élève suivant qui passe, une petite jeune fille plutôt fringale, va essayer au fond d'ouvrir la bouteille, elle ne va pas y arriver parce qu'elle aura été serrée comme une brute. Donc ça, c'est aussi un petit point, ça paraît bête, mais ça peut être aussi un point de difficulté au fond. Donc pour ça, j'ai aussi, dans le même parallèle avec Abysia, développé un système de gonflage qui soit équipé d'une vanne quart de tour. Et donc là, vous descendez, c'est branché sur votre bouteille de plongée et vous avez simplement une vanne quart de tour à ouvrir pour ouvrir votre parachute. Facile à utiliser, c'est facile à trouver, il n'y a aucun risque au niveau mécanique. Vous êtes sur du matériel, encore une fois, normalisé, éprouvé. C'est de l'inox marin, c'est prévu pour cette utilisation-là, donc aucun problème. L'avantage, c'est que vous avez un premier étage pour compenser justement la pression, un manomètre immergeable, donc là flexible court plutôt, autant éviter d'avoir un flexible long qui risque de fouetter les apnéistes. Et petit détail, une petite valve de surpression sur le premier étage. En cas de problème sur, je ne sais pas combien, mais si toutefois il devait y avoir un petit problème de fuite sur le premier étage, c'est la valve de surpression qui prend le relais. Donc aucun risque, encore une fois, avec le flexible. Ce système de gonflage, effectivement, on va se retrouver avec le fameux flexible qui, lui, doit être fixé à l'intérieur du parachute. Vous allez choisir un parachute de 30 ou de 50 litres, vous n'aurez pas d'autre choix. Plus grand, ça ne servira à rien. Et en tout cas, le flexible qui sera à l'intérieur, deux consignes, vous percez au bout de votre flexible, vous l'attachez tant que possible à l'intérieur du parachute et en haut du parachute. Donc bien souvent sur quelques modèles de parachute, vous avez un bouchon de vidange, voire une valve de surpression. Il y a toujours un petit moyen de passer un serre-flex qui va bien pour pouvoir fixer ce flexible en haut. Et ensuite, en bas du parachute, vous allez sécuriser aussi sur un des anneaux un deuxième flexible de telle sorte qu'effectivement vous ayez deux points d'attache. Ça, c'est très important parce que si jamais ça n'était pas fait, que vous ayez simplement glissé un flexible dans votre parachute, quand vous êtes au fond, que vous allez ouvrir votre bouteille, la pression sera telle que le flexible risque de sortir du parachute et là, ça vous fouette l'apnéiste. Donc là, je vous laisse imaginer les conséquences. Donc ça, c'est très important. Petit détail aussi quand même, si j'attache mon flexible en haut et à l'intérieur de mon parachute et que je le sécurise aussi en bas, laissez quand même un peu de marge à l'intérieur de votre parachute. Il m'est déjà arrivé, et moi à titre personnel, sur un montage que je n'avais pas fait à l'époque, mais en tout cas de me retrouver sur une gueuse où au fond, à 55 mètres, je me suis retrouvé coincé parce que j'entendais, alors j'étais dans le noir, j'étais en carrière, à 55 mètres, je vous laisse imaginer les conditions, 4 degrés au fond, j'étais très bien, mais j'entendais le système de gonflage fuser, mais la gueuse ne démarrait pas. Donc j'ai attendu une trentaine de secondes en essayant de voir, de chercher comme ça à l'aveugle ce qui pouvait arriver. Et en fait, j'ai fini par remonter en immersion libre par mes propres moyens. La gueuse est arrivée après moi une dizaine de secondes. Et ce qui s'est simplement passé, c'est que le flexible avait été fixé sur la partie basse et sur l'anneau un peu trop bas, ce qui fait que le flexible était vraiment en tension et ça a fait un pli en fait. Ça a coudé le flexible. Donc l'air passait, mais pas avec le débit que je souhaitais en fait. Donc j'entendais fuser, pour moi la gueuse devait démarrer, elle ne démarrait pas et c'était simplement lié à ça. Donc il a fallu effectivement quelques secondes pour que ce flexible se détende un petit peu et que la gueuse finalement commence par démarrer. Ensuite, on va avoir le lestage. Alors vous avez le lestage de votre atelier, de votre bout de gueuse. Celui-ci, 10-15 kg maximum en général suffisent. Si vous deviez avoir besoin de mettre plus, c'est que vos conditions ne sont pas idéales pour pouvoir pratiquer. Si vous avez un câble qui prend de l'angle, posez-vous simplement la question de savoir est-ce que je mets ma gueuse en place ou pas. Pour ma part, non. D'accord, mais on verra après effectivement ces petits points de détail-là. Le lestage de la gueuse en lui-même, c'est pareil. Donc là, sur Abysia, la première version, le lest était en suspension, ici sous la platine et sous la bouteille. Il m'est arrivé dans certaines structures de voir des lests en suspension montés sur des bouts ou des ceintures et qui faisaient 50, 60, voire plus. Donc ça dépassait vraiment sous la gueuse. Et avec la descente, en fait, ça générait des rotations
le lest finissait par s'enrouler autour du boot, et soit ça venait coincer la gueuse, soit au pire, quand on remontait la gueuse et tout l'atelier. Donc, bon, c'est pas très pratique. Donc, sur la nouvelle version, en fait, aujourd'hui, sur la poignée basse, j'ai développé, grâce à ce que je trouve chez Decathlon, ces petits clips-là de musculation. Donc là, on vient simplement glisser ces disques sur la poignée, et à partir du moment où on les a verrouillés, on a le lest qui se trouve directement sur la gueuse, qui vient plus du tout gêner en frottement sur le boot. Et donc, encore une fois, c'est plus pratique et plus sécuritaire. Et vous allez enfin avoir à définir dans votre zone de pratique, effectivement, bien imaginer qu'il va falloir un espace un peu plus large qu'un atelier d'immersion libre ou de poids constant, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va avoir un phénomène d'ascenseur, avec les risques que ça peut générer. Une gueuse, quand elle arrive en fin de remontée, elle va remonter assez vite, donc il faut éviter qu'elle vienne percuter un apnéiste ou quoi que ce soit en surface. Donc pour ça, pour en venir au deuxième facteur qui va être celui lié au milieu. Donc là encore une fois, dans vos pratiques de manière habituelle, vous allez avoir vérifié la météo, les courants, les vents, voir si toutes ces conditions réunies, même le jour J, vous permettent ou pas de pratiquer dans de bonnes conditions et de définir s'il vous paraît judicieux de mettre votre atelier gueuse en place. Rien ne vous empêcherait de faire de l'apnée de poids constant ou de l'immersion libre dans des conditions un petit peu difficiles. Mais en tout cas, sur l'atelier gueuse, privilégiez des conditions qui soient vraiment protégées, de sorte que vous n'ayez aucun risque de gueuse qui soit déportée. Ça, c'est très important. Votre profondeur. Comme tout atelier d'apnée, vous allez définir une profondeur maximum d'évolution. Établissez, si possible, un fond qui soit à 3, 4, 5 mètres sous votre lest d'atelier. D'autant plus pour la gueuse. S'il y a quoi que ce soit, si vous arrive un problème, si vous devez aller chercher du matériel au fond, pire, quelqu'un au fond, il sera pas très loin. Et en tout cas, la gueuse pourrait être un outil pour vous pour descendre à l'économie et aller récupérer ce que vous avez besoin de récupérer et remonter en tout cas sans effort. Donc on va privilégier effectivement une profondeur adaptée à notre pratique. Prudence aussi au niveau de la topographie du fond. Là, je parle de ça parce que moi, dans ma pratique, et j'ai souvent pratiqué en carrière, on ne sait pas ce qu'il y a au fond, donc ça peut être du caillou, ça peut être des arbres complets avec des branches, et on a déjà vu le cas où un atelier est mis en place, il se déporte un petit peu pendant la séance, et finalement, au bout d'un moment, on se retrouve dans des branches d'arbres, on ne sait pas pourquoi. Donc là, vous imaginez que si on est en poids constant, en immersion libre, ça peut encore à peu près bien se passer, encore qu'on peut être longé, donc forcément, il y a un risque. Mais en tout cas, avec une gueuse qui arriverait sur ce type de terrain au fond, là, effectivement, ce serait très problématique. La visibilité, qui va être aussi un de vos facteurs importants, mais ça, comme dans toute pratique. La thermoclim, petit détail, mais c'est vrai qu'ici, on peut être aussi sujet à ça dans les conditions. La gueuse va être un outil, en tout cas un engin qui va vous permettre de pratiquer, si possible, dans un certain relâchement. La thermocline peut être un facteur qui va vous réveiller d'un seul coup et qui va vous surprendre. Donc il faut effectivement s'assurer sur une ou deux descentes de voir si le jour J, la thermoclim est là, est-ce qu'elle est présente, est-ce qu'elle est importante, et voilà, on s'y prépare un petit peu. Psychologiquement, ça peut permettre de nous donner un point de repère et en tout cas de s'assurer qu'il n'y ait pas de stress au fond. Et effectivement, le dernier point que je voulais aborder, c'est le site de plongée. Est-ce que je vais pratiquer sur un site de plongée ou proche d'un site de plongée ? C'est pas tant en soi que vous allez déranger les plongeurs, puisqu'en général, ils ne devraient pas être à côté de vous. Mais j'ai déjà eu le cas, en tout cas en Égypte, sur un site où nous, on pratiquait en pleine eau, pas très loin d'un riff et d'un récif corallien, et que les palanquées au retour, quand elle avait besoin de faire le palier, finalement, elle s'était un petit peu déportée. Elle voit un bout qui traîne au fond, sans s'imaginer qu'au-dessus, il y a des ateliers, et il s'accroche sur le bout. Et vous arrivez avec la gueuse. Donc, imaginez aussi les conséquences. Donc, s'il y a des plongeurs autour de vous, assurez-vous avant de les avoir prévenus que vous allez pratiquer là et que s'il y a des câbles au fond, ce sont vos câbles d'atelier, donc auquel cas, on est prudent par rapport à ça. Et enfin, donc le dernier point, les pratiquants. C'est là où je vais essayer de faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai pu rencontrer comme problématique, parce que il y a quand même pas mal de choses à voir. Quand je disais tout à l'heure, préparez vos séances et vos sorties, connaissez votre public. Quels sont les niveaux des gens que vous allez recevoir ce jour-là? Tout ça va vous permettre de déterminer ce que vous allez faire dans l'eau, comment, d'organiser peut-être des groupes de niveau, et en tout cas d'assurer des profondeurs d'évolution en fonction des niveaux de chacun. Quels seront également vos encadrants? Combien d'encadrants j'ai? En tout cas, pour l'atelier de gueuse, pas question d'encadrer un atelier de gueuse seul, binôme à minima. Pourquoi? Parce que vous allez faire un certain nombre de descentes, peut-être en accompagnant des élèves.
et qu'à partir de là, vous imaginez que vous n'allez pas faire le yo-yo pendant des heures et des heures. Donc, il est toujours intéressant d'être à minima à 2, de savoir piloter la gueuse, de connaître la gueuse et de savoir gérer l'atelier. Le premier qui part et qui accompagne les élèves, le second reste en surface, il assure la sécurité de surface. Et à l'inverse, on alterne la fois d'après. Donc tout ça, ça permet effectivement d'accorder des temps de récup à chacun. On tient compte également de la forme du jour, des encadrants et des élèves ce jour-là. Point important. L'équipement de chacun. L'accent de l'équipement, ça va être sur la gueuse de spécificité. Le lestage. On va en mer, dans toutes les pratiques, se lester. Nous, pour la gueuse, on va aller sur un engin mécanisé qui est lui déjà lesté, donc rien ne sert de mettre des kilos en plus. 1, 2, 3 kilos si vraiment vous avez besoin, si vous avez une ceinture 5 mm, pourquoi pas, mais en tout cas le plus souvent possible, essayez d'enlever les lestes. Surtout pas de lest de cou, c'est pareil, ça on oublie. Et dernier point, équipé de palmes. Si vous êtes plusieurs à descendre, et si en tout cas vous accompagnez des élèves, que tout le monde soit équipé de palmes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu aussi des élèves que j'ai laissés en autonomie sur un atelier gueuse, qui avaient un niveau quand même plutôt avancé, qui connaissaient parfaitement l'atelier. Par contre, juste avant la séance, eux, ils étaient sur un atelier de brasse en poids constant, et tout le monde s'est mis simplement sur la gueuse, mais les pieds nus sans palme. Donc, quid de la sécurité? Parce que là, je me suis dit, les gars, ok, vous êtes plusieurs, vous vous surveillez, mais s'il y en a un qui doit intervenir, vous êtes sans palme. Donc, encore une fois, petit détail, mais ça arrive. Par contre, si vous faites une descente solo, que vous partez vous pour une profondeur X, quoi que vous ayez envie d'y faire, je ne suis pas contre pratiquer sans palme. Moi, le premier, c'est ce que je fais en général. Pourquoi? Parce que je vais privilégier l'immersion libre à la remontée s'il arrive quoi que ce soit, plutôt que le palmage. Donc ça, c'est un choix personnel. Mais par contre, vous mettez en place la sécurité qui va autour, de telle sorte que vous puissiez faire votre descente ou que la personne fasse sa descente en solitaire, mais que derrière, vous ayez aussi autour toutes les compétences et tout ce qui va bien pour pouvoir vous assurer que vous allez pouvoir intervenir s'il y avait quoi que ce soit, aller chercher votre apnéiste si besoin. Donc c'est important. Les consignes de sécurité sur l'utilisation de la gueuse, sur la manière dont vous allez pratiquer, c'est important. Qu'elle soit claire et connue de tous. Et surtout qu'elle soit respectée. Si vous indiquez qu'il faut faire ça de telle manière, il faut effectivement que chacun respecte ce que vous avez indiqué comme consigne de sécurité. Très important. La compensation sera le premier point effectivement qui, lors de va descendre, va peut-être vous pénaliser. Donc assurez-vous avant que personne n'ait de problème de compensation. Si vous avez fait des ateliers avant d'immersion libre, de poids constant, etc., vous allez tout de suite savoir si ce jour-là, ça passe ou ça passe pas. La gueuse étant un engin qui va accélérer avec la descente et en fonction de la profondeur d'évolution, plus vous allez aller profond, plus la gueuse va accélérer et va aller vite. Donc évidemment, il est important d'être capable de compenser sans problème et sans douleur. S'il y a un moindre problème, il faut pouvoir actionner le frein. Mais encore une fois, entre le temps de « tiens, j'ai un problème, j'ai du mal à compenser », finalement je décide d'arrêter la gueuse, il va se passer 1-2 secondes peut-être, mais en tout cas, quel que soit le temps qui se soit passé, la gueuse, elle, aura parcouru 1, 2, 3, 4 mètres. Donc vous pouvez vous faire très mal. Donc important, effectivement, la compensation, c'est vraiment le point important sur la gueuse, en tout cas pour pouvoir descendre sans problème. La dernière inspiration. Quand vous allez partir, et là je parle d'accompagnement, quand vous emmenez quelqu'un en passager sur la gueuse, établissez un protocole de dernière inspiration. Pour ma part, la règle est simple, je demande à l'élève de se préparer et de se ventiler tranquillement. Quand il est prêt, il me fait un signe de tête. À partir de là, je le verbalise, je lui dis on fait une dernière expiration ensemble et on fait le plein d'air. Et là, on part. Moi, je m'adapte à sa ventilation. J'ai les compétences et l'habitude de pratiquer. Je sais que la profondeur à laquelle je vais, ou en tout cas la profondeur à laquelle je l'emmène, pour moi, n'est pas une profondeur en tout cas maîtrisée. Donc, quand bien même je n'ai pas le temps de faire un plein d'air, il n'y a pas de problème en soi. Donc ça se passe bien. Donc ça, c'est hyper important parce que j'ai déjà vu dans des stages où les gars arrivent sur la gueuse, vous êtes prêts, on y va, ils déclenchent le frein, la gueuse part et personne n'a eu le temps de prendre son air en surface. Donc ça, on est quand même aussi vigilant à cette consigne-là. La position pendant la descente. Tête haute, pas trop de problème en soi, on va surtout travailler sur la compensation. Par contre, tête basse, on a toujours tendance, et en tout cas je l'ai vu bien souvent, des gens se relâchent. C'est un atelier sur lequel on va pouvoir effectivement travailler sur la relaxation et le relâchement, se concentrer sur la compensation, mais on en oublie un petit peu nos règles de gainage et d'aquacité. Donc on se laisse aller, les jambes écartées, etc.
Sur la descente en elle-même, ça n'a pas trop d'incidence, si ce n'est que ça va certainement déporter la gueuse. Et si on la déporte de 2, 3, 4, 5 mètres, c'est autant de mètres qui, à la remontée, vont nous éloigner du point de départ. Donc, ça est quand même important d'être bien positionné. Pour ceux qui débutent ou qui ont des problèmes de compensation, on va souvent les voir descendre aussi la tête en hyperextension. Donc, on essaye de se positionner pour pouvoir corriger la position de son élève à ce moment-là. Oui, c'est bon. Arrivé au fond, la vitesse de la gueuse va avoir pris une certaine, effectivement, vitesse avec la descente. Vous allez arriver sur votre arrêtoire et là, effectivement, il y a un choc. Donc, on fait attention de ne pas percuter la gueuse à ce moment-là. On est détendu, on est relâché, tout se passe bien. Et d'un seul coup, bam, on a un petit stop qui est assez franc. Donc, on essaye de faire attention au choc au fond. Au moment du gonflage du parachute, effectivement, on va mettre en œuvre le gonflage. On prévient avant ses élèves que ce temps de gonflage peut prendre quelques petites secondes. Parce que sur des débutants notamment, si jamais ils ne sont pas prévenus, au fond, c'est un point de stress. Donc, qui dit stress, dit un peu peur, panique. Et j'en ai déjà vu quitter la gueuse parce qu'ils s'apercevaient que la gueuse ne démarrait pas tout de suite. Et auquel cas, il faut aller les récupérer à la remontée ou au pire, bon, vous les laissez remonter à la panne. Mais c'est aussi un point important. Pendant la remontée, que tout le monde aussi soit bien accroché à la gueuse. J'ai déjà vu des gueuses démarrer et puis des gens rester au fond. Donc, on s'assure effectivement, dans les consignes que l'on donne au départ, que tout le monde reste tout le temps accroché au moins d'une main sur la gueuse. Les derniers mètres, quand on va avoir un peu de pratique et qu'on sera allé un petit peu dans des zones profondes, il est toujours intéressant de travailler ça dans la finesse du pilotage et en tout cas de pratique, c'est de lâcher la gueuse dans les derniers mètres. Laissez la gueuse partir à la surface et laissez-vous flotter. Vous allez de la vitesse, vous allez retrouver une flottabilité positive. Pour peu que vous n'ayez pas de lest, vous allez être un véritable bouchon. Laissez-vous simplement porter à la surface et là, c'est plus sécuritaire encore une fois. Par contre, vous arrivez en surface, le réflexe habituel, un point d'appui. D'accord ? On s'accroche. On s'accroche et on se ventile. Si vous emmenez des gens qui n'ont jamais fait de gueuse, vous allez voir que bien souvent, ils vont découvrir l'atelier. Au fond, tout va bien se passer, tant mieux pour eux. Mais quand ils remontent, ils vont tellement avoir la banane que la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est vouloir vous exprimer leur joie et leurs sensations, etc. Donc, stop, non. Tu ne parles pas, tu te ventiles, tu me raconteras ta vie après. Ok ? C'est très important. J'ai déjà vu des syncopes sur des ateliers gueuses, alors qu'il n'y avait pas en soi de raison de faire une syncope, simplement parce que la personne dans l'excitation ne s'est pas ventilée. Et bon, donc ça peut arriver. Le pilotage de la gueuse vers l'autonomie, très important, c'est qu'au fur et à mesure de vos pratiques, il va être intéressant effectivement d'être formé au pilotage, de former vos élèves au pilotage, et sur les premières descentes, en tout cas, de leur faire prendre la main sur le frein ou le système de gonflage, inversement, et après les deux. Dans la mesure où ils sont autonomes et qu'ils se sentent à l'aise avec la pratique, vous les laissez faire une descente en solo sur une faible profondeur, et à partir de là, vous vous assurez qu'ils soient autonomes et qu'ils sachent gérer la gueuse. Et sur les deux derniers points, c'est de la progressivité. L'atelier gueuse, c'est vraiment un atelier sur lequel il va falloir travailler avec progressivité. On ne va pas aller chercher tout de suite à battre des records, c'est le dernier point que j'ai mis qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir tendance sur cet atelier qui est peu consommateur, en tout cas en énergie, puisqu'on n'a pas d'effort physique à faire, on n'a qu'à s'accrocher, se relâcher. Si la compensation passe bien, excusez-moi, j'ai un peu l'écho qui me gêne aussi quand je parle, si la compensation passe bien, les gens, et en tout cas je l'ai vu des milliers de fois, les gens ont tendance à vouloir faire une performance ou battre un record personnel à la gueuse. Et là je dis non. Il faut être habitué à la profondeur d'évolution, il faut laisser le temps au corps de s'acclimater à la pression et à tout ce qu'on peut rencontrer comme risque au fond. Et là derrière, on ne va pas aller risquer de se faire un œdème, vous le verrez tout à l'heure, simplement parce qu'on a voulu se faire plaisir avec un engin qui allait nous emmener à une profondeur que l'on ne maîtrise pas à la palme. Donc auquel cas, on va tenter ce record-là. Et encore une fois, non, parce que s'il arrive quelque chose sur la gueuse, au fond ou même pendant la descente, que vous êtes sur des profondeurs que vous ne maîtrisez pas dans une pratique traditionnelle, il va falloir quand même pour vous amorcer la remontée. Et le retour, c'est soit à la palme, soit en immersion libre. Et si vous êtes psychologiquement pas prêt à ça, vous allez vous dire effectivement, je suis allé à une profondeur à laquelle je ne suis jamais allé, je viens d'avoir un problème mécanique, ça me génère du stress, je percute, il faut que je remonte, et voilà, l'accident peut arriver. Donc je termine simplement sur cette conclusion. Si vous maîtrisez les règles de sécu et le pilotage de votre gueuse, vous pourrez jouer sous l'eau. Merci Lionel. S'il y a une question courte, allez, oui. Une petite question, il n'y en aura qu'une. À 30 secondes, excuse-moi.
Alors, l'allonge... Tu répètes la question pour que elle puisse bien. Donc la question qui m'est posée, c'est de savoir est-ce que je me longe ou pas sur un atelier gueuse. Pour moi, en tout cas, la longe, non. La longe sur la gueuse elle-même, évidemment non, parce que si jamais j'ai un problème mécanique, je suis attaché à la gueuse, c'est juste pas possible, d'accord. Maintenant, si jamais par sécurité ou par vous avez envie plutôt de pratiquer en étant longé, ça veut dire que sur votre atelier, au-dessus de la gueuse, vous allez mettre une deuxième balle de tennis, un flotteur, ce que vous voulez, qui soit coulissant, et la longe sera au-dessus. Mais pour moi, c'est quand même un risque parce que la longe est équipée d'un mousqueton qui sera peut-être arrêté par votre balle ou votre arrêtoir au-dessus de la gueuse, mais rien n'empêche que la longe, elle, vienne s'en mêler ou dans le parachute ou dans le système dans les poignées de la gueuse, etc. C'est encore une fois pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pas de record de profondeur. Allez à une profondeur que vous savez maîtriser à la palme ou en immersion libre, soyez serein avec ça. Si jamais tout se passe bien, vous progresserez de 2, 3, 4, 5 mètres et au fur et à mesure, vous pourrez effectivement compléter vos profondeurs d'évolution. Si toutefois vous devez mettre un atelier, si vous avez envie en tout cas de pratiquer, de descendre en profondeur et de vous battre un record entre guillemets personnel, à ce moment-là, c'est pas solo, c'est accompagné. Vous avez un encadrant qui est capable de vous emmener à cette profondeur-là, qui maîtrise cette profondeur et qui, quoi qu'il arrive, sera capable de vous attraper peut-être et de vous accompagner pour vous aider à remonter. De sorte que en surface, vous avez aussi peut-être mis en place une sécurité comme sur n'importe quel atelier. C'est-à-dire que dans la zone des 15-20 mètres, d'autres apnéistes viendront vous chercher. Et même si quelqu'un, l'encadrant qui vous aura accompagné au fond, venait à devoir vous remonter vers la surface, d'autres apnéistes viendraient vous aider à ce moment-là. D'accord ? Merci Lionel pour cette super présentation.